Avant le début de la review, un court placement de produit va avoir lieu sur un jeu qui me tient particulièrement à cœur et on se retrouve juste après. Cette intro est sponsorisée par Just4Games, le distributeur de la version physique, et Marvelous, l'éditeur du jeu. Laissez-moi vous présenter Sakuna of Rice and Ruin, le nouveau jeu développé par les deux japonais du studio Edelweiss, aussi à l'origine du fameux Asbloid. Sakuna of Rice and Ruin est un jeu de plateforme RPG et de simulation, un jeu d'une douceur incomparable au graphisme très ghibliesque qui vous plongera au cœur de la poétique mais néanmoins tumultueuse mythologie japonaise. Et pour cause, vous incarnez la capricieuse déesse Sakuna, descendante d'un dieu guerrier et de la déesse de la moisson. Elle devra tirer parti de la spécialisation de ses parents pour se battre contre les terribles monstres de l'île des démons, après avoir été bannie de son royaume. Ça ne sera pas chose aisée et de nombreux adversaires, boss et obstacles vous barreront la route. Ces dangers pourront être surmontés en améliorant vos compétences et vos armes. C'est ici que le RPG et la gestion prend place. Lorsque vous ne combattez pas de monstres, vous vous occuperez d'une rizière qui sera primordiale pour votre évolution en augmentant vos statistiques. C'est un aspect du jeu d'une importance capitale qui vous permettra ainsi de vaincre bon nombre d'adversaires, alors à l'origine bien trop forts pour vous. Les compagnons de Sakuna seront aussi là pour vous épauler. Ils seront présents pour vous faire à manger avec les ingrédients que vous récupérez ou vous créer de nouvelles armes grâce aux matériaux récoltés durant vos aventures. Ces armes vous apporteront de grands bonus dans des combats qui sont eux d'une fluidité remarquable. Et plus vous avancerez dans l'aventure, plus vous débloquerez de nouvelles techniques et compétences. Des combos rapides ou plus lourds et puissants peuvent être exécutés pour venir à bout de vos ennemis tout en l'additionnant avec la mobilité légendaire que vous octroie votre grappin. J'ai eu l'occasion de passer de longues heures sur Sakuna et j'ai été totalement emballé et bercé par un jeu qui a à la fois cet aspect d'action et de combat, mais aussi un autre plus doux et calme avec des OST absolument délicieuses, nous plongeant dans la culture et la mythologie japonaise. Le jeu est disponible le 20 novembre sur PS4 et Switch dans une très belle version physique, tout en étant au même prix que la digitale. C'était un véritable plaisir de vous parler de ce magnifique jeu, merci à vous et commençons cette review. Yo, c'est Godji et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review complète et détaillée du chapitre 996 de One Piece. On le sent, plus on arrive vers le 1000e chapitre, plus la tension monte et les révélations semblent sur le point de partir à tout moment. Forcément, si je tiens un tel discours dans cette review, ce n'est pas dénué de sens puisqu'une grande révélation semble sur le point d'être faite sur l'un des sujets les plus importants de cette belle histoire, la véritable signification du Di. Depuis le premier jour où Luffy a déclaré posséder cette lettre dans son nom, depuis que Kureha a mentionné la volonté du Di, depuis que Nico Robin voyait dans les porteurs de cette lettre une différence totale avec les autres, depuis tous ces moments, le mythe autour du Di n'a cessé de s'étoffer jusqu'à peut-être arriver à son apogée dans les prochains chapitres de One Piece. Un nouveau poneglyphe de trouver, les véritables pouvoirs de Yamato révélés, voyons tout ce que nous réserve ce chapitre 996. Comme à notre habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce bleu et un abonnement m'aideraient énormément, merci beaucoup. Souvenez-vous, au dernier chapitre, Nami et Usopp ont été sauvés par une apparition soudaine et inattendue de la petite Otama, la jeune et énigmatique Kunoichi. Sa rencontre avec Luffy lorsqu'il posa le pied sur Wano Kuni pour la première fois annonçait déjà une histoire des plus intrigantes de par leur lien réciproque avec Ace. Sa place et son rôle, au fur et à mesure des chapitres qui passaient, devenaient moins importants et Otama finit par se faire oublier, puisqu'on devait se focaliser sur de grandes révélations et de grandes scènes. Aujourd'hui, le temps est venu pour elle de nous dévoiler ce qu'on ne sait pas encore. Lors de ma dernière review, je vous faisais part de son lien avec le folklore japonais et plus précisément avec l'histoire de Momotaro. Cette jeune enfant est alors censée, d'après l'histoire, détenir une place cruciale au sein de la guerre d'Onigashima et dans la défaite de Kaido. Pour preuve qu'elle cache encore son jeu, lorsqu'elle justifie sa présence ici, elle dit être venue sur un navire ennemi. Et bien que ce soit totalement possible, ses paroles laissent entrevoir une once de mensonge. Et si encore une fois elle est bien liée à Momotaro, alors les trois animaux accompagnant cet héros légendaire sont censés faire leur apparition. Nous avons eu le chien dans le dernier chapitre, aujourd'hui ça a été le singe, attendons un petit peu et le faisan fera également son apparition. Une chose est sûre, Otama cache de nombreux secrets et sa présence est un sujet tabou qui sera très vite révélé. Le combat de Nami et Usopp lui aura été interrompu mais démontre une chose. Outre leurs belles paroles, leur incapacité au combat est flagrante. L'équipage du futur roi des pirates se doit de pouvoir affronter des personnages aussi insignifiants que des Tobiropo quand des monstres comme les empereurs se dressent face à eux. Leur combat n'est sans doute pas terminé, mais un personnage comme Usopp, dont le rêve dépend de sa force et dont la place au sein de l'équipage est celle d'un combattant, ne devrait pas perdre si facilement. C'est le problème que j'ai avec ce personnage. Malgré toute la bonne volonté pour le mettre en avant, je trouve son traitement trop hasardeux malheureusement. En tout cas, j'espère que le reste des Mugiwara, eux, pourront briller dans cette guerre.
Le combat entre l'équipe de Sasaki et Yamato fait rage. La supériorité numérique dont fait preuve Sasaki empêche Yamato de se battre correctement et de protéger Momonosuke à la fois. Voyant Yamato dans cette détresse, Shinobu préfère alors se sacrifier et l'invite à partir sans se soucier d'elle. C'est sans doute ce qui aurait été fait si elle n'était pas devenue lui, Oden Kozuki. Cependant, on voit bien que Yamato ne se réfère à Oden sans réellement le connaître, car malgré toutes les bonnes choses que j'ai à dire sur lui, il a fait preuve d'un grand égoïsme durant son flashback. Dire qu'il n'abandonnait personne ou ne laissait personne en arrière n'est pas vrai, mais n'est pas faux non plus. Il savait que Wano Kuni était en détresse lors de sa venue avec Roger pour récupérer le dernier Rod Poneglyph, mais il n'est pas resté et a préféré abandonner femmes, enfants et vassaux. Ces 9 fourreaux rouges ont alors porté le poids de Wano sur leurs épaules, notamment en protégeant Toki, Momonosuke et Iori lors de la venue de Kaido et la montée d'Orochi au pouvoir. Dire qu'Oden n'aurait laissé personne mourir devant lui est sans doute vrai, après tout il est celui ayant rassemblé Wano, mais il est aussi celui l'ayant quitté. Alors qu'ils se font face, Yamato semble se transformer et dévoiler ainsi, tout comme n'importe quel membre de l'équipage de Kaido, son fruit du démon Zoan. À analyser la réaction choquée de Sasaki, alors lui-même n'était pas au courant de ce pouvoir. Pourtant, chacun des Tobiropo semble bien connaître Yamato, mais aucun ne l'a encore vu sous sa vraie forme. Ce n'est pas une très grande surprise venant d'un tel personnage ayant évolué dans un milieu comme celui-ci, mais c'est plutôt la nature de son fruit qui semble bien particulière. Les dents acérées peuvent alors faire penser à plusieurs choses. Un Zoan antique carnivore par exemple, ou plus simplement celui du tigre, symbolisant davantage la rivalité entre le dragon Kaido et l'enfant Yamato. Mais si vous vous souvenez bien, lors de sa première apparition, j'ai évoqué un fruit du démon un petit peu particulier concernant Yamato, qui serait lié au dragon encore une fois. Oui, Yamato aurait un fruit du démon reptilien, un fruit qui ira confirmer ma théorie émise dans une vidéo spéciale sur ce personnage. Elle date du 23 juin et dans celle-ci j'avais tenu les propos suivants. C'est là que Yamato est intriguant. Pourquoi celui qui est censé être un homme possède un masque avec une telle signification? Son genre est d'autant plus sujet à controverse puisque l'histoire du célèbre prince Yamato, pouvant éventuellement être l'origine du nom du fils de Kaido, fait également mention d'un travestissement. Durant un banquet, il se sera déguisé en femme pour séduire et vaincre 2 puissants guerriers, ce qui sera grandement relaté dans ses exploits et sa légende. Encore une fois, ce sont des éléments pouvant nous faire penser que Yamato n'est peut-être pas un homme, mais une femme. Effectivement, quelques chapitres plus tard, Yamato se révéla en réalité être une femme, mais se prenant pour un homme en honneur à Oden Kozuki. Cette théorie ayant été validée, aujourd'hui une nouvelle se vérifie avec la révélation de son fruit du démon. Durant sa transformation, Anya passera par plusieurs étapes. Celui du Numari, où l'esprit de la jeune femme pourra être sauvé puisque le démon n'a pas encore pris trop possession de son corps. Celui du Shunari, où la possession est bien plus marquée et le masque d'Anya apparaît. Et la forme finale, Onari, cette fois-ci la jeune femme se transformera en un terrible serpent qui sera perdu à tout jamais. Le mythe du serpent revient donc encore une fois avec le fils de Kaido. Alors que lui-même est un dragon, tout comme Momonosuke après avoir mangé son fruit artificiel, et que Orochi possède le Zoan mythologique du même nom, Yamato semble également avoir un lien avec cet animal tant représenté dans cet arc de Wano Kuni. Malgré la redondance, pourrait-on y voir à nouveau l'apparition d'un fruit du démon, du serpent, mais cette fois-ci avec Yamato. À nouveau, Oda semble s'être inspiré au plus profond de la symbolique du Anya pour Yamato. Le démon vengeur trouverait alors une nouvelle raison d'être à travers Yamato et son pouvoir reptilien. Notons quand même qu'il peut s'agir d'un fruit du démon totalement différent allant à l'encontre de ma théorie. Cependant, un Zoan du serpent ou du dragon aurait alors une nouvelle symbolique incroyable pour une autre théorie n'étant pour le coup absolument pas la mienne. Il y a de cela plus de 3 ans, en 2017, un certain Kamunai a posté une théorie sur les Mugiwara devenue particulièrement populaire par la suite dans la communauté anglaise. Vous devez sans doute la connaître, tous les Mugiwara seraient basés sur les animaux du zodiaque chinois et chacun d'eux serait la représentation d'un dieu ou d'un démon des mythologies du monde. Le théoricien laisse donc plusieurs places de libre au sein des Mugiwara, notamment à travers l'animal du dragon représenté par personne actuellement. Et si Yamato était ce dragon ou ce serpent? Plus le temps passe, plus les indices laissant suggérer que l'enfant de Kaido intègre l'équipage sont nombreux. Toute une vidéo dédiée à ce sujet est présente en description si cela vous intéresse. Et si la théorie du fruit du démon de Yamato se confirme, alors elle pourrait également confirmer celle de Kamunai et les Mugiwara ne repartiraient non pas à 9, mais à 11 en comptant la récente venue des Jinbei. Et vu la puissance dégagée par Yamato, sa place au sein des Mugiwara serait entièrement justifiée. Une puissance qui sera de nouveau mise à l'honneur face à Hacha, l'un des Numbers contre lequel se battait Franky. Profitant de la cohue générale, il s'échappa avec Momonosuke et Shinobu tout en mettant KO à distance le géant antique avec son attaque Narikabura. Une démonstration de force à la hauteur, et pourtant son père est encore des centaines et des centaines de fois plus fort. Vint alors une phrase destinée à Momonosuke des plus intrigantes. Vous devez vivre, car c'est vous qui porterez ce monde à son aube.
Une phrase que nous avons entendue à de multiples reprises, que ce soit Pedro qui implorait Sanji de sauver Inuarashi et Nekomamushi car le monde les attendait, ou encore quand Kinemon annonçait l'aube qui allait se lever sur Wano Kuni. Nous revenons ainsi 20 ans en arrière, le jour de la mort d'Oden. Toki lira la lettre laissée par son défunt époux qui lui-même parlait de cette grande guerre qui allait éclater aujourd'hui même. Les principaux protagonistes de cette guerre étant déjà décidés bien avant qu'eux-mêmes le sachent, et cette case montrant Iori et Momonosuke dormir est révélatrice. Ceux qui pourront vaincre Kaido, ce sont eux. Yamato, à travers les mots concis dans le carnet d'Oden, a donc également appris l'existence de cette aube et de ses principaux acteurs. Momonosuke comme Luffy et les 9 fourreaux rouges auront alors un rôle de choix dans cet événement. Maintenant, tout comme Otama, j'attends avec impatience et curiosité la venue d'Iori sur Onigashima pour tenir une certaine promesse. On en vient à une des parties précieuses de ce chapitre et des derniers que nous avons pu avoir. L'eau parvient à atteindre un poneglyphe. Mais par-dessus tout, les paroles de Nico Robin résonnent dans la tête de Trafalgar Law. Et il se souvient ainsi que pour connaître l'origine de cette mystérieuse lettre dans son nom, il doit d'abord obtenir les Road Poneglyphs. Cela sous-entend-il que les Road Poneglyphs donnent des informations aussi cruciales que l'origine du dit, ou bien que pour connaître l'origine de cette lettre, il faut atteindre le but ultime dépeint par les Road Poneglyphs. Je penche pour la deuxième option, la grande aventure de Roger, d'après Emo d'Oden dans son carnet, lui a permis de connaître la véritable signification des armes antiques, du siècle oublié, mais surtout des dits. Alors c'est sur Laftel que l'histoire complète de ce clan perdu, loin au-delà des mers, s'y dévoilerait totalement. Cependant, une chose me dit qu'un aperçu ou une partie des révélations autour de cette légendaire lettre fera son apparition durant cet arc qu'il est tout autant. N'oublions pas que le chapitre 1000 pointe le bout de son nez, et peut-être que ce sera l'occasion rêvée pour Oda de dévoiler une nouvelle histoire autour du dit et de son origine. Ce sont de puissantes femmes qui vont clore ce chapitre. Big Mom indique sa volonté à se rendre au sommet d'Onigashima, là où se trouve Kaido. Pourquoi ? C'est la première question m'ayant traversé l'esprit. Pourquoi ne reste-t-elle pas là à combattre et générer le chaos autour de Luffy qui est son ennemi principal? Je me suis alors dit que c'était peut-être le moment opportun pour se retourner contre son ancien allié. Big Mom veut devenir reine des pirates et veut s'emparer des poneglyphes, et Road Poneglyph. Ce serait un coup de génie pour elle que de faire tomber Kaido, déjà affaibli, et récupérer ses trésors. Son plan est-il en marche? Compte-t-elle vraiment se battre avec Kaido ou contre Kaido? Le suspense, lui, est toujours lourd et omniprésent. En tout cas, ce chapitre était absolument génial. Toujours pas de pause la semaine prochaine, mais le 998, lui, risque de sortir dans 3 semaines après une éventuelle, mais surtout habituelle, pause d'Oda. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les bros, c'était Goji pour la review hebdomadaire du chapitre de One Piece. N'hésitez pas à nous retrouver sur Discord Line, le jeu One Piece sur Discord, ou encore sur notre serveur habituel. Portez-vous bien les bros, et à bientôt. Peace.